Alors, allons-y pour regarder tous les détails des zones du cerveau et un peu des grands réseaux de connexion. On va repasser un petit peu toutes ces zones ensemble pour que vous puissiez vraiment bien comprendre à quoi elles servent, un peu comment elles sont connectées. Ça nous donnera une bonne vision d'ensemble déjà pour comprendre tous les mécanismes de la douleur qu'on a décrits dans la première présentation. Alors ça, c'est toutes les voies de la douleur. Donc en noir, il y a la voie des sensations, c'est ce qui va vraiment décoder le côté sensation des douleurs. Et vous voyez qu'en fait la douleur a aussi une voie parallèle qui est la voie des émotions. Donc les informations sont transmises aux zones émotionnelles pour faire une analyse émotionnelle de la douleur. Alors si on prend la voie des sensations, c'est une voie qui est lente, c'est-à-dire qu'elle met à peu près une demi-seconde à une seconde avant que le cerveau puisse analyser la douleur. Donc c'est vraiment une voie de l'analyse de la douleur complexe, pour vraiment mettre tous les éléments autour de la douleur comme on l'a vu dans la présentation 1. Et il y a la voie des émotions qui est la voie vraiment rapide, 10 fois plus rapide que la voie lente, pour pouvoir faire une analyse émotionnelle et savoir s'il y a des dangers potentiels dans la douleur et permettre au comportement défensif antidouleur ou d'évitement de pouvoir se mettre en place. Donc on a une voie lente, une voie rapide. Je vous ai mis quelques schémas que j'ai retrouvés dans les articles qui peuvent aussi vous donner plus d'informations si vous voulez rentrer dedans. C'est assez compliqué en général, mais pour les intéressés, ça peut vous aider. La voie des sensations, alors on va la repasser. Tout d'abord, la douleur en fait va arriver au niveau du thalamus, donc qui est notre première zone d'arrivée de la douleur qui se trouve juste ici. Ensuite, elle va partir dans les cortex somatosensoriels, S1 et S2, le cortex associatif. Ensuite, elle va aussi passer dans le cortex cingulaire antérieur. Elle va passer dans notre cortex préfrontal qui est devant. Elle va passer dans l'insula. Alors, l'insula, elle est un peu au centre du cerveau, vous verrez, mais sur un dessin en 2D, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Elle va passer quand même dans l'amygdale pour envoyer les informations au niveau de nos centres émotionnels de l'amygdale. Si maintenant on regarde la voie des émotions, on voit qu'au niveau de la moelle épinière, on a en fait une bifurcation, donc toutes les informations de douleur qui montent depuis la moelle vont bifurquer. Il y a une copie qui part pour le thalamus, la voie des sensations, il y a une copie qui part en fait pour le noyau parabrachial, qui est une des premières zones de la voie des émotions. Et ensuite ça va partir au niveau de l'hypothalamus, ça va partir très rapidement dans l'amygdale pour l'analyse des dangers. L'amygdale va se connecter ensuite avec le cortex préfrontal, elle va se connecter avec le cortex cingulaire antérieur, elle va se connecter avec l'insula, avec le noyau accumbens, avec l'hippocampe, avec l'hypothalamus, donc tout est un peu connecté. Et elle va renvoyer des connexions sur la substance grise périaqueducale, l'aire tegmentale ventrale et le locus coeruleus pour les comportements défensifs et les comportements d'évitement par rapport à la douleur rapide, comme ça, réflexe. Et elle renvoie aussi des informations au noyau parabrachial. Alors maintenant, on reprend toutes ces zones une par une. Le thalamus. Le thalamus, c'est cette grosse structure ici au milieu, qui est à peu près la taille d'un M&M's. Alors on en a un à gauche, un à droite. Et le thalamus, lui, il sert de porte d'entrée. Donc c'est lui qui va vraiment recevoir absolument toutes les sensations du corps, sauf les odeurs. Il n'y a que les odeurs qui rentrent directement dans le cerveau, sans être triées, sans être stockées ailleurs, alors que toutes les autres sensations, que ce soit les images, les sons, les sensations physiques ou le goût, vont passer par le thalamus. Le thalamus va ensuite envoyer ces informations aux aires somatosensorielles S1 et S2, qui vont recevoir des sensations externes et internes du corps. Il va les envoyer à l'insula, qui est une zone qui va vraiment regarder toutes les sensations internes, notamment au niveau des organes, et une zone qui reçoit aussi beaucoup d'informations émotionnelles. Et le thalamus va aider en fait à l'évaluation émotionnelle un peu plus lente en se connectant à l'amygdale et à l'insula. Il va également aider à l'évaluation cognitive de la douleur,
en connectant le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal, qui vont ensuite faire ce travail d'analyse. Et il permet de pouvoir mettre l'attention sur quelque chose. Donc le thalamus fait partie du circuit de l'attention, et avec le cortex singulaire antérieur, ils vont pouvoir comme ça déplacer l'attention là où il y a besoin. Il joue un rôle très important aussi dans l'éveil et la conscience, notamment avec le locus coeruleus, pour pouvoir être attentif, être réveillé, être conscient de ce qui se passe. Et enfin, il joue un rôle dans la mémorisation avec l'hippocampe qui va pouvoir moduler, et notamment dans le côté désagréable des comportements pour faire du renforcement positif avec notre système de la récompense. Le thalamus va plutôt agir sur ces côtés comme ça désagréables. Si on regarde le cortex somatosensoriel primaire et secondaire, alors ici en bleu nous avons notre cortex somatosensoriel primaire qui vient au milieu un petit peu sur l'extérieur, et sur l'extérieur en rouge le cortex associatif S2, et ces deux cortex vont en fait recevoir toutes les informations du corps qui ont été du coup triées à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la moelle épinière et au niveau du thalamus. Donc le cortex somatosensoriel reçoit que certaines informations qui sont jugées comme les plus importantes, et elles vont construire en fait une carte sensorielle du corps qu'on appelle un homunculus sensoriel. Donc ça c'est en fait la proportion des récepteurs sensoriels du corps. Donc il y a beaucoup de récepteurs sur la langue, la bouche, c'est très important pour pouvoir sentir ce qui se passe dans la bouche quand on mange, quand on parle. Beaucoup de récepteurs sur les mains, donc elles sont beaucoup plus grosses dans notre cerveau, et sur les pieds pour pouvoir marcher. Puis le reste du corps a relativement peu de récepteurs sensoriels, et du coup ça fait un personnage un peu déformé comme ça, parce qu'il y a des parties du corps où il y a beaucoup plus de sensations que d'autres. Le cortex somatosensoriel S2, lui, il va commencer à recevoir un peu des informations d'autres aires du cerveau, et il va commencer à faire un début d'intégration de ces informations pour complexifier en fait la compréhension des informations, alors que S1, c'est vraiment les informations brutes, si on peut dire ça comme ça, mais déjà triées. Notre cortex singulaire antérieur, qui est toute cette grosse zone rouge, comme ça, ici, très centrale dans le cerveau, ancien, sur l'échelle de l'évolution. Il a plein de collections avec plein d'autres parties du cerveau. Ça, c'est vraiment la vue un peu simplifiée. Et on va regarder à quoi il sert, parce qu'il a plein de fonctions importantes. Alors, la première chose, c'est qu'il va réguler les comportements automatiques défensifs. Donc notamment en gérant la tension artérielle, la fréquence cardiaque, qui va gérer tout ce qui est anesthésie, paralysie du corps pour se défendre, par exemple face à un prédateur. Il a un rôle dans l'augmentation de la douleur. Lui, il va plutôt faire ça, et il va faire ça en se liant à l'insula, en se liant à la substance grise périaqueducale, et en envoyant des connexions directement dans la moelle épinière pour augmenter le ressenti de la douleur. Et il a plutôt le rôle de coller des étiquettes émotionnelles négatives. La peur, l'anxiété et la déprime. C'est vraiment un des circuits qui, dans la dépression, est hyper activé et qui nous cause beaucoup de problèmes. Et ça, il le fait en collaboration avec l'amygdale et avec l'insula. Et il a aussi toute une partie de neurones qui sont des neurones miroirs et qui vont permettre en fait de faire ce qu'on appelle l'empathie douloureuse. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a mal, votre cortex singulaire antérieur s'active et commence en fait à activer vos circuits de la douleur pour créer de la douleur dans votre cerveau afin de ressentir ce que l'autre personne pourrait ressentir. Donc ça, c'est lui entre autres qui est responsable de ça. Maintenant, il a d'autres fonctions. Il va participer à la prise de décision en travaillant avec le cortex préfrontal, et il participe au système de l'attention en faisant le tri des informations sensorielles externes, internes, et ça, il le fait avec le thalamus, comme on l'a vu avant, et il le fait avec l'insula. En même temps, il participe à la mémoire, et notamment à la mémoire de la peur et de l'anxiété, vu que c'est ce qu'il crée en collaboration avec l'amygdale et l'hippocampe. Et il va avoir un rôle important dans la motivation
dans l'anticipation des récompenses qu'on pourrait avoir en faisant des comportements et dans la prédiction de l'erreur. C'est-à-dire, on imagine, par exemple, si on mange une glace, combien ça va nous faire plaisir. Si cette glace nous fait encore plus plaisir, eh ben, on a encore plus de récompenses. Et si elle est plus mauvaise que ce qu'on pensait, eh ben, on a moins de récompenses. Et c'est tout un système qui va permettre d'essayer de prédire si on va avoir beaucoup ou pas de récompenses. Et tout ça, ça se fait avec notre système de récompenses et notamment dans les connexions avec le noyau accumbens. On passe au cortex préfrontal, donc comme vous le voyez, c'est toute la grosse zone en violet et qui vient faire un petit chevauchement sur toute la zone du cortex singulaire antérieur. Donc c'est pour ça que dans la littérature scientifique, les noms sont souvent, il y a plusieurs noms pour les mêmes trucs et souvent un peu mélangés. Disons, on va prendre la zone du cortex préfrontal qui n'est pas celle du cortex singulaire antérieur, vu qu'on en a parlé juste avant. Alors, le cortex préfrontal, lui, il est très très important pour tout ce qui est fonction cognitive, c'est-à-dire vraiment l'intelligence, la prise de décision, la gestion du risque, l'analyse, la planification, c'est vraiment tout ce qui nous permet d'être intelligent. Il va avoir un rôle extrêmement important pour freiner les autres parties du cerveau, freiner les émotions. Donc ça va être le système qui va pouvoir baisser une émotion, calmer une émotion. Cependant, dans les moments vraiment de stress intense ou d'émotions fortes, en fait l'amygdale va éteindre le cortex préfrontal avec son noyau basolatéral et du coup on perd notre système de frein émotionnel quand on a trop de stress ou trop d'émotions. Donc les deux sont un peu en compétition tout le temps. Maintenant, il va permettre au niveau des émotions de faire l'intégration des émotions conscientes, donc les émotions complexes, les sentiments, pour celles qui sont vraiment remises dans un contexte. Ça, c'est une des rôles qu'il a. Et il va énormément travailler au niveau de la motivation, des apprentissages, et c'est le principal réseau antidouleur de notre corps. Donc il a des fonctions extrêmement importantes, et tout ça, il le fait en augmentant en fait ses connexions avec le noyau accumbens. Il va activer l'aire tegmentale ventrale et il va activer le noyau intercalaire de l'amygdale, qui est le frein de l'amygdale, et il va diminuer en fait ce noyau basolatéral de l'amygdale, qui est le frein de notre cortex préfrontal. Il va jouer un rôle également dans l'attention, ce à quoi on veut porter, et il va permettre de planifier des nouveaux mouvements, des nouveaux comportements, et avoir un rôle très important dans la mémoire de travail, donc dans la mémoire à court terme, qui permet ensuite, après, de pouvoir mémoriser des informations à long terme. Donc, cortex préfrontal, c'est vraiment le cerveau intelligent, le frein des émotions, et qui permet la motivation, l'apprentissage, l'antidouleur et la mémoire. Si on parle maintenant de l'insula, donc c'est la partie en vert dans notre cerveau, donc elle est à l'intérieur, elle est recouverte en fait par les autres parties du cerveau. Et cette insula, elle a plein de rôles très importants. Elle va recevoir les informations sensorielles internes, notamment des organes en fait. Et ça se fait plutôt dans la partie postérieure de l'insula, et elle les reçoit entre autres des aires somatosensorielles S1 et S2. Elle va avoir un rôle extrêmement important dans l'intégration, donc c'est une intégration rapide comme ça, des informations donc sensorielles, des informations cognitives qui viennent des cortex singulaires antérieur et préfrontal, et des informations émotionnelles. Notamment, ça se fait dans l'insula antérieure. Et tout ça, ça va permettre de commencer très rapidement à gérer le risque, prendre des décisions rapides qui vont être ensuite finalisées par le cortex préfrontal et cortex singulaire antérieur. Mais comme cette insula est vraiment au centre du cerveau, c'est un endroit idéal pour pouvoir faire un centre de connexion de plein d'autres parties du cerveau. Ça va être une zone d'intégration très importante. Et elle a un rôle extrêmement important dans la perception émotionnelle de la douleur. C'est
dans l'insula qu'on va vraiment avoir les grosses étiquettes émotionnelles qui vont être collées par notre réseau noyau parabrachial, par l'amygdale, et qui vont être ensuite transmises au cortex singulaire antérieur et ailleurs. Donc ça, c'est un de ses rôles très importants. Et elle va jouer un rôle capital dans vraiment la modulation de l'amygdale, donc pour l'augmenter ou pour la diminuer. Et du coup, ça va avoir une influence sur l'augmentation de la douleur, l'augmentation ou la diminution des émotions et sur nos comportements. Et elle est très en lien avec notre système nerveux autonome, notamment pour la gestion du stress et pour les comportements de défense rapides et automatiques du corps. Donc elle a un rôle extrêmement important par rapport à la douleur, par rapport aux émotions et au stress. Alors maintenant, l'amygdale. L'amygdale, c'est cette petite partie violette là dans le cerveau qui est dans le lobe temporal, donc sur les côtés du cerveau, un peu devant. Et elle a plein de rôles très importants. Donc l'amygdale, c'est la zone d'étiquetage émotionnel inconsciente. Donc c'est vraiment des émotions extrêmement rapides, assez simples, qui permettent de dire danger, pas danger, ou plaisir et situation tranquille où on est bien, ou c'est pas le cas. Donc elle va coller des émotions agréables, mais surtout, son rôle principal, c'est de coller les émotions désagréables, parce que c'est surtout celles-là qui sont importantes pour la survie. Si on rate le lion qui nous court dessus et qu'on se fait manger, on est mort. Par contre, si on rate le fruit dans un arbre qui aurait pu nous procurer du plaisir, bah, c'est pas si grave et c'est pas dramatique. Donc l'amygdale est paramétrée pour être extrêmement sensible à tout ce qui peut être danger et du coup colle des étiquettes désagréables pour nous éviter les dangers et la survie. Et elle est moins performante pour coller des étiquettes agréables. Donc ça, elle le fait pour absolument chaque sensation, chaque image, chaque son, chaque odeur, parce qu'elle est connectée directement par le système des odeurs, et chaque goût de la bouche. Toutes ces sensations vont passer par le filtre des émotions, danger, pas danger, de façon extrêmement rapide, totalement inconsciente pour avoir un premier tri. Donc elle va nous permettre la détection rapide des dangers, elle va nous permettre de poser la balance émotionnelle pour la prise de décision, la gestion du risque ensuite par le cortex préfrontal et l'insula, et elle va créer les émotions, notamment la peur et l'anxiété pour nous éviter les dangers. Alors elle participe aux attaques de panique, notamment dans ses liens avec le système du stress via notre système nerveux sympathique. Alors, maintenant, si on regarde les autres fonctions de l'amygdale, elle va jouer un rôle très important dans les comportements automatiques, donc pour intégrer toutes les informations automatiques, qu'elles soient nerveuses ou qu'elles soient hormonales en venant de l'hypothalamus, comme la soif, la faim, la libido, la reproduction, la motivation, l'éveil, la conscience, l'orientation, la réponse aux menaces, et du coup, elle va permettre de moduler tous nos comportements automatiques, par exemple de défense. Elle va avoir un rôle très important dans la mémorisation pour augmenter ou diminuer la mémorisation dans ses liens avec l'hippocampe. Et elle va particulièrement nous permettre de nous souvenir des choses qui nous mettent en danger ou de la douleur. Elle va avoir un rôle très important pour augmenter ou baisser la douleur selon les étiquettes émotionnelles qui sont collées. Et du coup, les émotions et la douleur sont quelque chose qui sont complètement liés au niveau du cerveau. Là, c'est des schémas vraiment complexes si vous voulez vous lancer un peu dans les différentes parties de l'amygdale. Alors, on va reprendre ces différentes parties juste après parce que c'est juste tellement intéressant et tellement passionnant de voir comment cette toute petite partie du cerveau, elle est en fait composée de plein d'autres choses et vous pouvez prendre le temps de regarder ça tranquillement ensuite. Alors maintenant, si on regarde en détail les différentes parties de l'amygdale. Alors on commence par l'amygdale latérale, une petite partie de l'amygdale. Ça, c'est la porte d'entrée de l'amygdale. Elle va trier les informations pour repérer les dangers rapidement. Elle va consolider et créer de la mémoire des souvenirs.
notamment des souvenirs de peur qui sont en lien avec les dangers. Et elle va être très sensible au stress parce qu'elle a des neurones qui vont être activés par le CRH, qui est une des hormones qui va activer l'axe du stress ensuite. Si on parle maintenant du noyau cortical, donc une autre petite partie de l'amygdale, lui, il reçoit directement les odeurs sans aucun tri. Et les odeurs sont le seul sens du cerveau qui ne peut pas être éteint, comme c'est le cas des autres, par le thalamus. Le thalamus, la nuit, il peut éteindre ou allumer les sens en fonction de s'il trouve que c'est important ou pas. Les odeurs sont toujours allumées, même quand on dort, et elles ont une connexion directe dans l'amygdale, ce qui fait qu'elles ont une influence émotionnelle extrêmement forte, parce qu'elles ne peuvent pas être triées, elles rentrent direct dans l'amygdale et elles activent des émotions. Donc les odeurs, c'est quelque chose qui est émotionnellement souvent plus fort que les autres sens. Alors, l'amygdale basolatérale, notre petite partie, elle va recevoir les informations du noyau latéral, donc il les a reçues du reste du cerveau, il les envoie à l'amygdale basolatérale, et elle vient en fait faire la reconnaissance des dangers, créer la peur et créer la mémoire de la peur avec l'hippocampe, et directement dans le noyau basolatéral, il y a des neurones qui permettent de créer des souvenirs. Et du coup, c'est vraiment elle qui va faire ça, bien plus que l'amygdale latérale. Elle va augmenter la douleur, elle va augmenter les comportements automatiques défensifs en lien avec la douleur et en lien avec la peur. Donc c'est vraiment le noyau d'alerte, la partie d'alerte de l'amygdale. Elle est très sensible au stress, ce qui semble assez logique, notamment par le CRH, et elle va être calmée par les opioïdes, les récepteurs delta notamment, et ces opioïdes vont venir freiner, vont venir éteindre cette amygdale basolatérale, et c'est un des effets bénéfiques des opioïdes dans la douleur, c'est de freiner cette partie-là de l'amygdale. Ça va être une des voies de sortie accessoire de l'amygdale. Donc il y a deux voies de sortie, et elle, c'est la petite voie de sortie, mais qui est très importante, parce qu'elle est connectée avec le cortex préfrontal et orbitofrontal pour transmettre les informations des émotions, mais pour aussi pouvoir freiner et stopper le cortex préfrontal et orbitofrontal en cas de gros stress ou de grosses émotions trop fortes. Et en même temps, elle va avoir aussi des connexions sur le striatum ventral pour tout ce qui est mouvement et comportement moteur défensif, comme la paralysie, comme la prise de nourriture, comme les interactions sociales, qui vont être modulées par les émotions. Elle a des connexions sur le noyau accumbens pour moduler notre système de la récompense, augmenter, diminuer les récompenses ou les punitions. Et c'est une des parties de l'amygdale qui est responsable des syndromes de stress post-traumatique parce qu'elle est activée quand on a la reviviscence, le souvenir traumatique qui revient. C'est elle qui a physiquement le stockage de la mémoire de la peur. Elle va être hyper réactivée, notamment par le BDNF, et elle va entraîner une diminution du fonctionnement de notre cortex préfrontal, et du coup, ce qui entraîne ce problème dans les syndromes de stress post-traumatique. Donc c'est une des zones du cerveau en lien avec ces syndromes de stress post-traumatique. Le noyau intercalaire de l'amygdale, lui, c'est le frein de l'amygdale. Il y a des neurones GABA qui sont activés par les opioïdes et par la dopamine. Et du coup, quand on a des opioïdes, quand on a de la dopamine, ça vient activer le frein de l'amygdale. Il freine le noyau central, comme on le verra après, qui est la sortie principale de l'amygdale. Donc, il va freiner le noyau central, notamment sur les commandes du cortex préfrontal. Lui, du coup, il diminue la peur, il diminue le stress, il diminue la douleur, entre autres avec des neurones, un neuropeptide S, qui vont activer notre noyau intercalaire et diminuer tout ça. Le noyau basomédial, il va projeter sur le noyau central de l'amygdale, dont on va parler juste après, et c'est une partie de l'amygdale qui est, encore une fois, vraiment sensible au stress physique, et notamment au CRH, qui est créé par l'hypothalamus. Le noyau médial, lui, c'est la partie qui va être vraiment activée par le stress psychologique et qui va ensuite passer ce stress psychologique en stress physique. Donc il va connecter l'hypothalamus
pour activer le stress hormonal et il va connecter le système nerveux autonome via le noyau central pour faire la translation entre stress psychologique et tchouk. Maintenant, on passe vers un stress physique. Alors, maintenant, on passe au noyau central de l'amygdale, qui est une partie très importante parce que c'est la voie de sortie de l'amygdale. Donc, on avait vu le noyau basolatéral qui était la voie accessoire, ça c'est la voie principale. Avec une partie de ce noyau central qui est la partie latérale et capsulaire qui va, elle, avoir pour rôle d'augmenter la douleur et le reste du noyau central va plutôt avoir un rôle antidouleur. Il a une sensibilité qui est très importante aux opioïdes et il va être calmé, freiné par les opioïdes. Et il y a de nombreux neurones dedans qui sont sensibles au stress, notamment avec le CRH depuis l'hypothalamus ou le CGRP depuis le noyau CRGP depuis le noyau parabrachial. 90% de ces neurones sont GABAergiques, donc ils sont là plutôt pour freiner et éteindre certaines parties du cerveau. Et il y a beaucoup de substances qui vont agir sur lui, notamment qui vont moduler le stress, la peur ou la douleur sur ce noyau central. Alors si par exemple on en nomme quelques-unes, des substances qui vont activer le noyau central, qui vont augmenter la peur, augmenter le stress, augmenter la douleur. Par exemple, le CRH, donc le stress. La dynorphine, qui est un opioïde qui augmente la douleur. Ou l'orexine, qui est une hormone notamment en lien avec l'alimentation. On a la vasopressine, qui, elle, va activer l'amygdale, mais va plutôt augmenter la peur et le stress uniquement. Parce qu'elle va plutôt diminuer la douleur. On a d'autres substances qui vont freiner cette amygdale centrale. Donc diminuer la peur, diminuer le stress, diminuer la douleur, notamment l'oxytocine. Et la vasopressine, qui va avoir en fait un rôle sur la douleur particulier de diminution de la douleur, mais comme on l'a vu avant, qui va activer les zones qui font la peur et le stress. Pour la suite de notre amygdale centrale, si on regarde les connexions. Alors, des connexions avec l'hypothalamus, comme ça permet de faire le lien entre les émotions et les hormones. Normalement, l'amygdale centrale, elle est plutôt tout le temps en train de freiner le stress, mais quand il y a la création de CRH, eh bien, ce frein s'arrête et du coup, la quantité de stress qui peut être créée par l'hypothalamus augmente. Elle va avoir des connexions avec l'aire tegmentale ventrale, donc pour moduler notre système de la récompense. Elle va avoir des liens avec la substance grise périaqueducale pour moduler la douleur et le seuil d'activation des nocicepteurs. Elle va avoir des liens avec le locus surellus pour pouvoir travailler sur l'éveil et la conscience. Elle va avoir des liens avec le noyau parabrachial pour moduler les comportements de défense et d'évitement. Et des liens avec le noyau dorsal du nerf vague pour moduler le calme. Comme ça, elle agit et sur le stress et sur le calme. Elle peut avoir des liens avec le noyau du raphet pour faire les anesthésies locales et les paralysies. Là, c'est un autre schéma vraiment complexe si vous avez envie de vous lancer là-dedans. La légende est ici. Quelques autres schémas sur l'amygdale. Je les passe rapidement, ça c'est juste pour vous. Et nous, on continue avec l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la grande partie violette qui est ici. L'hippocampe a un rôle important dans la mémorisation. Lui, il va mettre en place le contexte dans les souvenirs pour avoir des mémoires d'épisodes, donc de moments de la vie, on sait qu'il y a ça qui s'est passé, et une mémoire dont on peut parler, en fait, où on peut utiliser des mots pour la décrire. Donc c'est la mémoire déclarative. Il va associer les sensations, les émotions qu'il reçoit pour en fait créer les souvenirs. Et il va avoir un rôle dans la consolidation dans les souvenirs, c'est-à-dire de passer la mémoire à court terme en mémoire à long terme, qui est une mémoire beaucoup plus forte, beaucoup plus stable, et dont on peut se souvenir bien plus facilement. À côté de ça, il a un rôle pour la navigation dans l'espace, l'orientation spatiale, comme ça.
Et dans la mémoire de la douleur, c'est pas tellement son domaine. Parce que la mémoire de la douleur, elle est stockée ailleurs, dans d'autres parties du cerveau, notamment dans le cortex préfrontal, dans l'insula. Il y a pas mal de neurones qui sont stockés dans l'amygdale, le cervelet, la substance grise périaqueducale. Donc l'hippocampe ne fait pas vraiment la mémoire de la douleur, il fait plutôt d'autres types de mémoire, comme la mémoire des épisodes et déclarative. Un autre schéma pour voir les liens de l'hippocampe. Et nous, on passe à l'hypothalamus. L'hypothalamus, lui, il contrôle les hormones du corps en contrôlant une autre partie du cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Donc il contrôle le stress avec le CRH, il contrôle la thyroïde, il contrôle l'axe sexuel, il contrôle la croissance, il contrôle la lactation et il contrôle le fonctionnement des reins et les équilibres d'eau au niveau du corps. Il va aussi avoir un rôle important dans les comportements de reproduction, de température, de faim, de peur face à un danger et plein d'autres comportements. C'est vraiment la zone qui permet de passer de penser à des hormones dans le corps, donc vraiment une action physique lente ou rapide pour certaines hormones et surtout qui peut durer dans le temps et qui est forte. Il va aussi avoir un rôle important dans les rythmes biologiques de faim, de sommeil par exemple. Le circuit de la récompense. Alors là, on va parler de pas mal de choses. On va parler de notre aire tegmentale ventrale, on va parler de notre noyau accumbens et d'autres parties du cerveau. On commence par juste voir un peu comment fonctionne ce circuit de la récompense. Donc lui, son but, c'est de trouver les bons comportements qui vont favoriser la survie. C'est à ça qu'il sert, c'est de dire ça c'est bien pour survivre, ça c'est pas bien, on risque de mourir. Il va ensuite permettre d'aider à mémoriser les dangers et du coup de mémoriser les comportements protecteurs pour éviter ces dangers. Il a un rôle donc de mettre soit des récompenses pour dire ça c'est très bien, continue, soit des punitions pour dire ah ça il faut arrêter. Donc, le plaisir et les punitions sont plutôt donnés par le relâchement d'opioïdes, un petit peu par la sérotonine. Et ça se fait par tout un réseau de neurones avec l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, le cortex singulaire antérieur, cortex orbitofrontal et préfrontal, le noyau parabrachial et l'amygdale. Donc, il y a plein de zones qui vont participer à en fait, de mettre du plaisir ou des punitions avec ces opioïdes et la sérotonine. Il va avoir pour rôle de faire la motivation, ça c'est plutôt la dopamine et la sérotonine qui le font, avec tout un autre réseau de neurones, l'aire tegmentale ventrale, noyau accumbens, on le retrouve l'hypothalamus, la bénoula et le cortex préfrontal notamment. Et il va avoir aussi un rôle dans la mémorisation et les apprentissages. Ça, c'est la dopamine, la sérotonine. Et on va avoir des liens avec l'amygdale pour les émotions, l'hippocampe et le thalamus. Donc, c'est probablement beaucoup plus compliqué que ça, mais parce qu'il connecte vraiment énormément de zones du cerveau, mais ça nous donne une petite idée déjà de comment ça fonctionne. La dopamine, elle va permettre de mettre des étiquettes positives ou négatives, motivantes ou démotivantes, et ça se fait notamment au niveau du noyau accumbens. Ces étiquettes, elles sont de courte durée, et elles sont plutôt peu intenses. Donc, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe, et puis, tchac, on a l'étiquette qui se met, ça reste quelques minutes, quelques heures, c'est plutôt peu intense. Maintenant, on peut avoir des étiquettes positives plutôt motivantes, dans le côté comme ça de l'anticipation positive par le cortex préfrontal, qui elles sont de durée plus longue et sont plus intenses. Et ça va permettre au cortex préfrontal comme ça d'augmenter la motivation à changer un comportement ou à faire quelque chose autrement. Parce que si ces étiquettes étaient d'intensité faible, bah, on n'aurait pas vraiment de raison de changer ce qu'on fait d'habitude, vu que ça nous apporte plus de plaisir. Donc notre cerveau a trouvé ce truc-là, c'est que l'anticipation
en fait, crée beaucoup plus de dopamine que la réalité. La dopamine, elle va permettre d'ajuster les sensations en lien avec le contexte. Et ça va se faire entre le noyau accumbens et le striatum. Et elle va permettre de faire des associations émotionnelles dans ces connexions, notamment par l'amygdale. Elle va permettre de travailler sur la mémorisation, au niveau de l'hippocampe, et la programmation des mouvements dans les noyaux codés, le putamen, et participer au système de prédiction de l'erreur entre ce qu'on anticipe et ce qui se passe réellement. Donc la dopamine, c'est vraiment une substance de notre cerveau qui est fondamentale et qui permet d'avoir vraiment un impact extrêmement important, que ce soit sur la douleur, la motivation, les apprentissages. Si maintenant on parle de l'aire tegmentale ventrale, donc qui est la première partie de notre système de la récompense, il y a 2 tiers de neurones qui sont GABA, qui vont plutôt gérer les punitions, 1 tiers de neurones qui font de la dopamine pour les récompenses, et 2 à 3% de neurones glutamatergiques, je ne sais pas exactement à quoi ils servent ceux-là. Ils ont des connexions donc avec le noyau accumbens, notre cortex préfrontal, et notre amygdale, et encore plein d'autres parties du cerveau. Si maintenant on passe au noyau accumbens, qui est la partie rouge, comme ça, juste au milieu. Noyau accumbens, lui, il a surtout des neurones GABA. Il y a des neurones qui sont plutôt pour la création de récompenses, qui s'appellent D1-MSN, et d'autres qui sont plutôt pour la création de punitions, D2-MSN. Il y a beaucoup de recherches qui sont actuellement faites sur le noyau accumbens. Ce n'est pas encore très clair comment il fonctionne. A priori, il y aurait ces 2 voies-là, mais c'est un peu remis en question aussi. Le noyau accumbens, il a plein de connexions. Donc avec l'aire tegmentale ventrale, ça, c'est de là qu'il est contrôlé. Donc pour avoir soit la mise en place de récompenses ou de punitions, soit avec le cortex préfrontal, pour les récompenses, valoriser les comportements positifs, l'anticipation positive, comme on l'a vu, avec l'amygdale qui peut faire des récompenses ou des punitions, là c'est en lien avec les émotions, avec l'hippocampe pour pouvoir intégrer toutes les informations spatiales, le contexte, les émotions, les récompenses dans la mémoire, avec le thalamus qui lui a plutôt un rôle de faire des punitions pour éviter les comportements qui nous causent problème, avec l'hypothalamus pour les récompenses qui sont en lien avec les comportements un peu primitifs, comme la nourriture, comme la sexualité. Et il y a toute une connexion avec le noyau suprachiasmatique qui gère les rythmes circadiens, donc tous les rythmes biologiques du corps. Et une des choses que j'ai découvert comme ça, c'est que par exemple, la nourriture sucrée et grasse, elle venait augmenter la création de dopamine dans le noyau accumbens. Et du coup, ça vient perturber après nos rythmes circadiens. Parce que les rythmes circadiens, au lieu d'être dictés par l'horloge interne dans l'hypothalamus, eh bien en fait sont dictés par le noyau accumbens et la libération de dopamine, et plus par l'hypothalamus. Et du coup, on peut avoir des perturbations du sommeil, perturbations de la prise alimentaire, de la température du corps, qui sont en lien avec la libération de récompenses et plus avec notre horloge biologique. Un schéma très compliqué sur le système de la récompense, mais très intéressant parce que vous avez aussi les drogues, l'héroïne, l'alcool, cocaïne, cannabis et la nicotine. Quels sont les effets des drogues, sur quels récepteurs, sur quelle voie, MDMA. Donc c'est vraiment très intéressant, mais très compliqué. Vous avez la légende ici. Autre schéma sur le système de la récompense, on les passe vite, ça c'est pour vous. Le noyau parabrachial, cette petite zone rouge devant le cervelet, le noyau parabrachial va avoir un rôle dans la réception des informations sensorielles internes et externes. Le goût, la douleur, la respiration, le cœur, les viscères. Donc il reçoit plein d'informations. Et il les transmet ensuite. Il est en lien avec la moelle épinière en bas, l'hypothalamus et l'amygdale.
ce qui va permettre de créer des réponses automatiques. Donc on va moduler très rapidement, de façon réflexe, la douleur, la respiration, la température. On va pouvoir intégrer des comportements moteurs qui ont été appris ou qui sont innés à l'espèce en réponse à la douleur, par exemple avancer, reculer pour des comportements d'évitement. Et il va participer au système de la récompense. Et il va également participer aux réponses émotionnelles rapides et inconscientes, puisque c'est la première zone qui va envoyer les informations, par exemple, de douleur et d'autres, à l'amygdale pour ce triage 10 fois plus rapide de ce qui pourrait être dangereux. La substance grise périaqueducale, c'est la petite partie grise ici. Elle a un rôle dans l'intégration rapide des sensations, des émotions et des réponses de comportement, comme ça moteur. Elle va gérer des comportements comme ça automatiques par rapport au danger, par rapport à la douleur, le stress, au cœur, la respiration, la nourriture, la lactation. Donc il y a plein de comportements et de fonctions automatiques qui passent, qui sont gérées par la substance grise périaqueducale. Elle est très en lien avec le système de la récompense et de la motivation des comportements. Et elle a un rôle extrêmement important dans la douleur, parce qu'elle peut augmenter ou diminuer la douleur, notamment dans ses liaisons avec l'aire tegmentale ventrale et la moelle épinière. Donc elle est sous contrôle du reste du cerveau et elle va participer au système de prédiction de l'erreur avec les autres parties du cerveau qui font ça. Si on regarde ici un petit schéma des connexions de la substance grise périaqueducale que vous pourrez regarder au calme chez vous. Et on parle maintenant de la médulla rostroventrale. Elle est sous contrôle de la substance grise périaqueducale et du noyau parabrachial. Elle va ensuite projeter sur la moelle épinière pour le contrôle de la douleur. Elle a des neurones off. Ils diminuent la douleur, ils viennent éteindre la douleur au niveau de la moelle épinière. Elle a des neurones on qui viennent augmenter, allumer la douleur dans la moelle épinière. Donc la substance grise périaqueducale projette sur la médulla rostroventrale et la médulla rostroventrale projette sur la moelle épinière pour augmenter, diminuer les sensations de douleur qui montent au cerveau. Les opioïdes, notamment les encéphalines, vont vraiment venir agir sur cette partie-là ou sur ce réseau-là et activer tous les neurones off de la douleur et vont diminuer les neurones on, donc ça va avoir un effet bénéfique pour diminuer la douleur. Le locus coeruleus, c'est cette partie rouge dans le tronc cérébral, c'est le centre de création de la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur très important qui va permettre de participer à la réaction de stress et de panique, notamment en activant l'hypothalamus, qui va permettre d'augmenter l'éveil, d'être plus réveillé, d'être plus conscient, qui va avoir un rôle dans l'attention avec le cortex singulaire antérieur et le thalamus, qui va avoir un rôle très important dans les émotions avec l'amygdale et dans la modulation de la douleur, et notamment un rôle antidouleur dans ses liens avec la substance grise périaqueducale, les noyaux du raphé sérotoninergique et des projections directes sur la moelle épinière. La noradrénaline va aussi jouer un rôle dans le système de la récompense avec l'aire tegmentale ventrale pour activer, augmenter le système de la récompense. Et elle va aussi donner des informations au cortex préfrontal pour les fonctions cognitives. Les noyaux du raphé. Il y en a plein, ce sont les centres de création de la sérotonine, notre neurotransmetteur très important pour la motivation, pour les récompenses et pour la prédiction des erreurs, avec notre noyau accumbens et l'hypothalamus. La sérotonine est très importante pour les émotions, dans les connexions avec l'amygdale, et pour les fonctions cognitives également. Elle va jouer un rôle dans les réactions automatiques avec l'hypothalamus, le locus coeruleus, le noyau parabrachial, et elle a un rôle très important dans la gestion de la douleur avec la bénula, noyau parabrachial, des projections directes sur la moelle épinière et le locus coeruleus. La bénula, toute petite partie du cerveau, comme ça, qui va jouer un rôle dans la douleur, dans le sommeil et dans les punitions
et les comportements. En fait, la bénoula latérale, elle va créer des punitions en lien avec l'aire tegmentale ventrale. Elle va diminuer l'aire tegmentale ventrale, diminuer la dopamine, quand on anticipe quelque chose et qu'en fait, c'est moins bien que ce qu'on pensait. Genre, on veut aller au cinéma, on veut voir un film, on se dit « Ah, on nous a dit qu'il était génial, super, on s'attend à quelque chose de super, on est déçu. » Eh bien, la déception, c'est la punition. Et elle est, entre autres, gérée par cette abénoula latérale. Le circuit par défaut, c'est un des circuits extrêmement importants de notre cerveau. Donc il est constitué du cortex préfrontal, du cortex cingulaire antérieur et postérieur, du gyrus angulaire, cortex temporal, latéral, l'hippocampe, le cortex pariétal inférieur. Donc il y a plein de parties du cerveau, ça fait une grande boucle comme ça. Et ce circuit par défaut, en fait, il va s'allumer quand on pense à nous-mêmes, quand on pense au passé, quand on pense au futur. Et en fait, c'est lui, la machine à penser, qui, quand on se pose dans notre lit le soir, on est fatigué, on se pose dans le lit, on se dit « Ah, je vais m'endormir », et pouf, il y a des millions de pensées qui arrivent autour de nous, et on stresse, et machin, et trucs. C'est lui qui s'active, en fait, à ce moment-là. Et normalement, il s'éteint quand on est en train de faire des trucs. Quand on se brosse les dents, quand on réfléchit, quand on pense qu'on fait des tâches comme ça un peu plus complexes. Dès que l'attention se porte sur quelque chose à faire, normalement ce circuit s'arrête et s'éteint. Et il est essentiel pour la conscience de soi. C'est un des circuits qui va permettre de dire bah, « moi, j'ai ». Il va participer au développement de stratégies complexes, en modulant l'attention, les émotions, la prise de décision, nos comportements. Et c'est un des circuits antidouleurs du corps, très puissant, en lien avec le cortex préfrontal et du coup la conscience de soi. Le circuit de l'attention, il est constitué de plusieurs voies qui peuvent passer par ces différentes zones. Et il va permettre de focaliser l'attention sur quelque chose et de maintenir l'attention sur quelque chose pour ne pas se faire distraire dès qu'on a une pensée ou dès qu'il y a un bruit ou dès qu'il y a une sensation. Et normalement, il fonctionne en opposé avec le système par défaut. Donc il éteint le circuit par défaut quand il s'allume et si le circuit par défaut s'allume, celui-là s'éteint. Pour les données scientifiques, c'est les mêmes articles et les mêmes conférences que pour la présentation d'avant. Vous avez les conférences sur le cerveau ici, vous avez tous les articles sur la douleur que j'ai utilisés pour cette présentation, les ressources pour vous, les vidéos sur les troubles fonctionnels du cerveau, d'hypnose, les cours sur les fascias troubles fonctionnels douleur, les documentaires Arte sur les fascias, Thème the Beast pour la douleur chronique, les TEDx sur YouTube. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers en commentaire si je trouve la réponse. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et une très très bonne journée.